aïeux. Pour la paix, le développement de la patrie, le travail bien fait et la bonne communication, la TVT au cœur de votre vie. Merci de votre attention. Excellent début de semaine. L'actualité ce soir, début à Lomé ce lundi de la 46e session ordinaire du conseil d'administration de l'école inter-État des sciences et médecine vétérinaire. C'est un rendez-vous de bilan, de perspectives à définir face aux enjeux de l'heure. La réunion balise aussi la voie à la session ministérielle prévue pour ce jeudi. Manger sans, manger bio, Lofty Farm s'inscrit dans cette dynamique. Le centre de production de tilapia bio était face à la presse ce lundi pour dévoiler son projet. Nous irons sur place, Lofty Farm sur le lac Togo à la hauteur de Pessy. Autre découverte Zoom ce soir sur le Rotary Club Lomé Cocotier, les membres, leurs activités, l'objectif poursuivi. Tout à savoir en fin de journal tout à l'heure. Voilà, madame, monsieur le sommaire, bienvenue, bonsoir à tous. L'entrepreneuriat évoqué d'abord et largement ce soir, c'est à la faveur de la visite au Togo depuis ce matin de Strive Masiwa, zimbabwéen patron du groupe Econef. Il a été reçu cet après-midi par le chef de l'État, Fornia Simbe. Les échanges ont justement porté sur une rencontre avec les jeunes entrepreneurs togolais ce soir même à Radisson Blu, hôtel de février. On va y revenir. D'abord, sa déclaration au sortir de l'audience, des propos recueillis par Ekwesala. I had a very good meeting with the president. As some of you... J'ai eu une très bonne réunion avec le chef de l'État. Vous n'êtes pas sans savoir que courant cette semaine, nous allons tenir une réunion sur le développement de l'agriculture et plus particulièrement, il sera question de voir dans quelle mesure on peut aider les jeunes à s'impliquer davantage dans le secteur agricole. Et vous n'êtes pas sans savoir que le chef de l'État est très passionné en ce qui concerne le développement et l'épanouissement des jeunes. Et justement, c'est dans ce cadre que nous envisageons organiser ce soir, même à Lomé, une grande conférence. Et à cette conférence, il y aura l'opportunité pour les jeunes de me poser la question sur comment réussir dans le monde des affaires. At least 1,000 young people there today who will be asking me questions about how to run a successful business. Voilà, vous l'avez entendu, vous l'avez appris. Réunion donc ce soir, Strive Masiwa face donc aux jeunes entrepreneurs togolais. Ce soir même à Radisson Blu, nous reviendrons bien évidemment sur cette rencontre dans les prochaines éditions. Nous l'annoncions au sommaire tout à l'heure. Lomé depuis ce lundi, capitale de la 16e, de la 46e session ordinaire du conseil d'administration de l'école inter-État des sciences et médecine vétérinaire. C'est une réunion d'experts qui balise la voie à la session des ministres ce jeudi. En toile de fond, les activités de cette école et la possibilité de mieux les réorienter. Christine Pétéki-Aloudet, Prudence Zissou. La santé des animaux préoccupe les États africains à Lomé. Cette volonté s'est matérialisée depuis près d'un demi-siècle par la création de l'école inter-État des sciences et médecine vétérinaire de Dakar. L'institution travaille à mettre à la disposition des États membres des médecins vétérinaires et spécialistes des sciences de l'élevage. À cette 46e session ordinaire du conseil d'administration de cette école, les experts des 15 pays africains francophones de l'Ouest et du Centre veulent définir les grandes orientations devant participer au rayonnement de l'institution. Il s'agira surtout pour les experts de préparer les dossiers qui vont être enrôlés à la session avec les administrateurs que sont les ministres, de voir quelle a été l'exécution de l'année 2016-2017 au niveau des activités académiques, au niveau des activités pédagogiques, au niveau de l'exécution financière du budget
Le principal défi, comme vous le savez, c'est la productivité du cheptel. Faire en sorte que les races, les animaux que nous élevons puissent produire au maximum en préservant le maximum l'environnement. Le ministre en charge de l'enseignement supérieur s'est beaucoup appesanti sur le rôle du vétérinaire face aux nouveaux défis de l'heure. Il s'agit du changement climatique qui modifie les comportements des animaux tout comme leur lieu de vie. Les docteurs vétérinaires doivent contribuer à la résilience des espèces et des sols. Ce qui est attendu des vétérinaires, c'est qu'ils aident les populations à améliorer leur production, en quantité bien sûr, mais surtout en qualité. Il importe qu'ils mettent leur savoir au service de nos sociétés, qu'ils guident les producteurs à mieux produire, sans épuiser les sols, sans hypothéquer la santé de leurs concitoyens par un usage inapproprié des substances qui s'avéreront nuisibles à l'homme dans un proche avenir. En 50 ans d'existence, l'école inter-État des sciences et médecine vétérinaire basée à Dakar a déjà formé 1500 docteurs vétérinaires garants de la santé des animaux. Alors, justement, un moment sur cette école inter-État des sciences et médecine vétérinaire. Le siège est à Dakar, au Sénégal, vous l'avez entendu. Elle forme nos vétérinaires depuis 50 ans déjà. C'est un acquis. Mais que dire aujourd'hui des défis de l'heure dans un contexte d'enjeux de changement climatique? Eh bien, voilà cela dans ce dossier de la rédaction. Dossier signé Prudence Zissou. Le secteur de l'élevage reste un pan de l'agriculture, fondement des économies africaines qui se développent progressivement grâce à la contribution des médecins vétérinaires. Les spécialistes de la question animale sont formés depuis près d'un demi-siècle par le USMV, l'école inter-État des sciences et médecine vétérinaire de Dakar. Ils ont pour mission de booster la production animale et contribuer à la prévention des épizooties. 1500 docteurs vétérinaires formés en 50 ans, dont une centaine de Togolais. L'école vétérinaire nous a formé beaucoup de vétérinaires qui tiennent aujourd'hui des postes dans l'agriculture, mais qui ont également ouvert beaucoup de cabinets vétérinaires privés. Donc pour tout ce qui concerne la pharmacie vétérinaire, pour tout ce qui concerne l'alimentation des élevages que l'on trouve autour de Lomé, ce sont mes collègues, ce sont mes confrères qui tiennent ces services-là. Voilà un premier acquis. Un deuxième est que sur le plan interafricain, bon, le Togo a pu profiter de ce que l'école a mis en place pour lutter contre ce que nous appelons les zoonoses. Chaque fois qu'il y a une épidémie qui se déclare et qui peut être également dangereuse pour l'homme, c'est ce que nous appelons les zoonoses, maladies communes à l'homme et à l'animal, notamment la plus récente et la plus dangereuse, Ebola. Eh bien, l'école vétérinaire et ses experts, ses spécialistes en pathologie infectieuse se mettent en branle pour essayer de stopper l'épidémie. Il y a des changements qui s'opèrent au niveau des cursus d'enseignement. Le nouveau système LMD qui est mis en place par l'école vétérinaire. Nous aurons à profiter, à comprendre au mieux ce système et ce qui permettra à nos apprenants de bien appréhender la formation qui est en train de se donner et l'application même sur le terrain. Au-delà de sa contribution dans la lutte contre la faim et la pauvreté, en soignant les animaux et en favorisant l'accroissement des cheptels, l'école veut aujourd'hui amener ses 15 États membres à investir davantage dans l'agro-business. Nous avons orienté 50 bacheliers d'un coup à l'école inter-État des sciences et médecine vétérinaire. L'agriculture est un passage obligé pour le développement de nos pays. Pas seulement nous limiter à la production, je pense que nous l'avons assez fait. Il nous faut aller vers l'agro-business, de grandes installations, mais surtout aller vers la transformation de nos produits dans nos pays. Et c'est ça qui va donner de la valeur ajoutée et permettre de créer les emplois ici dans nos pays au lieu de les créer ailleurs. L'école offre de multiples opportunités aux jeunes Africains. Elles vont de la production animale aux industries agroalimentaires en passant par les cabinets vétérinaires.
Elle compte aujourd'hui capitaliser ses acquis et s'orienter vers de nouvelles perspectives. Dans un contexte aujourd'hui international où vous avez cette crise financière, l'école également en souffre, parce que c'est les pays qui participent à son financement, donc cela pose un problème. Donc je crois que le défi majeur de l'institution, c'est la sécurisation de son financement. Et le deuxième défi majeur, parce qu'il faut que l'école s'adapte aux nouvelles dynamiques socio-économiques des États dans le secteur de l'élevage, dans le secteur de l'agro-industrie, il faut que nous formions des professionnels. Il faut professionnaliser donc nos enseignements dans les différentes filières pour qu'on mette à la disposition des entreprises et de l'État des personnes qui sont à même de prendre en charge certains aspects du maillon de la chaîne de valeur de l'élevage et des productions animales de façon globale. Les vétérinaires vont désormais aider les populations à améliorer leur production en quantité et en qualité. La production aviaire ayant un potentiel nutritionnel très important. Une mission qu'ils devront accomplir en tenant compte des défis liés au changement climatique. Autre rencontre à signaler toujours à Lomé, la 13e de la Fédération des étudiants en sciences pharmaceutiques de l'Afrique de l'Ouest. L'objectif ici est bien de parvenir à harmoniser les études scientifiques dans l'espace CEDEAO. Les précisions de Carmel Madji à Capou. Après Dakar, en 2016, les étudiants en sciences pharmaceutiques de 8 pays de la CEDEAO ayant en commun la langue française réunis au sein de la FESPAO, Fédération des étudiants en sciences pharmaceutiques de l'Afrique de l'Ouest, sont à Lomé pour la 13e rencontre scientifique de la FESPAO. Pendant une semaine, ces professionnels de la santé vont se pencher sur les défis liés à l'harmonisation des études scientifiques dans l'espace CEDEAO. Depuis 2008, au niveau de la zone CEDEAO, les autorités ont imposé que dans cette zone-là, que les étudiants ou bien que les universités utilisent le système LMD. Le système LMD, malheureusement, est utilisé par différentes manières dans les différents pays. Donc, comme nous sommes dans une seule zone, et même à un moment donné, on voit une harmonisation au niveau des cartes d'identité. Pourquoi pas aussi une harmonisation de ces études-là? Hormis ces thèmes centrales-là, on a aussi des thèmes fédérateurs, où chaque pays a 2 thèmes fédérateurs où tu dois faire des communications. Chaque pays membre aura 2 thèmes à développer, à exposer. Et parmi ces thèmes-là, on verra les meilleures communications, les 3 meilleures communications, où on donnera des prix. Depuis quelques années, l'Université de Lomé met tout en œuvre pour offrir une meilleure formation à ses étudiants. L'harmonisation des pratiques en sciences pharmaceutiques pourrait contribuer à garantir des services de qualité aux populations de l'espace communautaire. L'un des intérêts, c'est de favoriser la mobilité aussi bien des étudiants, des enseignants que des praticiens. Il y a d'abord les programmes de formation qui doivent être harmonisés. Le contenu des enseignements est également appelé à être harmonisé de telle sorte que les étudiants reçoivent les mêmes enseignements, pratiquement les mêmes enseignements, pour qu'au finish, les compétences qui sortiront seront, disons, les compétences qui pourront également être utilisées, aussi bien dans notre contexte africain et même hors de l'Afrique sur le plan international. La FESPAO est un espace de réflexion et d'échange qui ambitionne de mieux réaliser l'intégration sous-régionale. Plusieurs autres activités seront menées au cours de ces assises afin de permettre aux étudiants de mieux contribuer au développement socio-économique de la CEDEAO. La FESPAO, c'est Martinique. Voilà, donc la FESPAO à Lomé. Manger bio, manger sain, c'est ce qu'on nous recommande aujourd'hui, tellement les produits chimiques dans nos assiettes, ou plus exactement leurs effets secondaires, nous rendent malades. Le centre Lofty Farm s'est justement lancé dans l'élevage de tilapia bio, ce poisson qui fait le régal de beaucoup de consommateurs. Comment se fait cet élevage? C'est tout un projet dévoilé à la presse ce lundi. Serge Chaston, Lucassi. Le centre de pisciculture Lofty Farm s'emploie depuis 2016 à produire des tilapias dans les conditions naturelles pour la consommation. Ce produit halieutique tant prisé est obtenu à partir des alevins. Et ces alevins sont aussi produits par la ferme Lofty, ce qui confère aux tilapias de cette ferme une qualité.
Ils sont exempts de toute contamination chimique. Nous élevons des tilapias en conditions normales et naturelles ici, voire bio. Ceci étant, la santé d'office est à côté. Il ne faut pas sous-estimer quand on achète des produits d'origine douteuse, la maladie aussi peut venir de ces origines-là et qu'on ne connaît pas. Alors, des anciens temps, il y a 20 ans, 30 ans de cela, personne n'importait de poissons, de où que ce soit, il n'y a pas de congélation de poissons. Nous, on retourne à ça pour donner vie à nos populations, permettre qu'ils puissent manger sain et décent. L'Optifam produit des poissons élevés au Togo sans additifs ni éléments chimiques. Avec une capacité de production estimée à 600 tonnes par an, le centre approvisionne aussi les autres fermes de pisciculture en alevin et forme les jeunes dans le domaine. Direction, je vous l'annonçais, le lac Togo à la hauteur de Pessi où se niche ce centre de production de tilapia bio. Comment est produit sur place les poissons en question et justement dans quelles conditions? On va le voir dans ce reportage de Lucassi. C'est ici, dans cette écloserie du centre L'Optifam à Aveposo, que sont produits localement les larves de tilapia. 10 à 14 jours après leur éclosion, ces larves deviennent des alevins. Et ces alevins sont bien entretenus dans de l'eau douce et nourris à la provende. Les géniteurs, il faut déjà les conditionner de façon à ce que l'eau ait une certaine profondeur qui soit parfaite pour eux. Les larves, au fait, sont en premier à l'intérieur des femelles qui va essayer de sillonner une zone sécurisée. C'est-à-dire il va les relâcher petit à petit. C'est-à-dire pour les relâcher pour la première fois, il peut laisser une toute petite quantité pour voir si la zone est sécurisée. Et sinon, si la zone n'est pas sécurisée, elle ravale ces larves-là. Et quand la zone est sécurisée, là, finalement, elle finit par laisser tout le reste. Nous faisons la collecte tous les 10 jours, voire 2 semaines. On les collecte et on les envoie dans des filets à petite maille, qu'on appelle mosquito net ici. Donc là, on les laisse grandir pour passer maintenant à l'étape d'alevin. L'étape des larves franchie, les alevins, lorsque leur poids moyen atteint 10 grammes et après 28 jours de conservation dans l'eau douce, ils sont transférés dans des cages flottantes sur le second site, sur le lac Togo à Kbessi, leur milieu naturel. Ici, le nourrissage se fait à 3 à 4 fois par jour. Vous voyez, le champ c'est vaste. Pour alimenter, pour nourrir, il faut aller par pirogue. Le nourrissage se fait aussi par granulométrie par rapport au poisson. C'est-à-dire que le poids du poisson correspond à sa granulométrie. Donc ici maintenant, nous sommes en train de donner les 4,5. Quand je dis 4,5, voilà les genres de granulométrie dont il est question. Donc les poissons à partir de 100 grammes, c'est ce qu'eux ils consomment. Il y en a qui font 2.0, il y en a qui font 3.0, 4.5 et 6.0. Quand c'est arrivé à 6.0, ça veut dire que c'est pratiquement à maturité. Et ça, on n'a plus besoin de donner à chaque fois. En somme, 600 000 poissons sont élevés sur ce site, répartis dans plus d'une cinquantaine de cages flottantes selon leur poids. Les petits bassins, nous avons à peu près une trentaine, je crois 32. En ce moment, c'est eux qui possèdent les plus grands poissons. Ils sont entre 1500 et 3000 poissons. Donc, grosso modo, nous avons au moins 2500 par cage des petits. Les cages flottantes font à peu près 57, composées de 1500 à 3500 poissons, qui font poids moyen entre 100 et 300 grammes. Donc, en moyenne, on s'en sort avec 150 grammes de poissons. Et c'est eux qui sont presque à maturité. Et nous avons 54 cages qui sont 6 par 18 mètres. Donc ça fait 108 mètres carrés. Ils sont de 10 à 16 000 sujets. 10 à 16 000 sujets. Donc moyennement, nous avons au moins 12 000 sujets par cage. Ici, on ne fait pas encore 4 hectares. Voilà tout ce qu'on a fait ici. Donc notre perspective est de quadrupler l'activité à fin 2018. Plus de 57 personnes travaillent dans cette ferme. Elles forment aussi les jeunes désireux d'exercer dans la pisciculture. Et pour la vente, les tilapias sont même servis vivants aux acheteurs selon leurs désirs pour leurs besoins respectifs.
Et voilà, donc on en sait un peu plus maintenant sur le Lofty Farm. L'AJCF, l'accès des jeunes aux services économiques et financiers, l'un des produits FNFI en marketing auprès des jeunes et femmes à Dapaon. Ces derniers sont exhortés à élaborer des projets viables pour justement bénéficier de ce produit AJCF. Les précisions sur cette campagne de sensibilisation dans cette correspondance de Désiré Aloy. Yandja Nabagou, un soudeur à l'arc installé à Tantigou à Dapan. Face aux difficultés au début, ce jeune très engagé s'est tourné vers le FNFI et a bénéficié du produit accès des jeunes aux services financiers disponible pour tous. Un premier crédit de 300 000 francs lui a été octroyé. Oui, je travaille avec mes propres moyens et ça c'était insuffisant. Oui. Quand j'ai appris qu'il y a AJCF, je me suis abordé à côté d'eux. Ils m'ont appuyé. Oui, c'était un montant de 300 000. Oui, les 300 000, j'ai acheté mes matériaux et j'ai renforcé mon atelier. Ça a changé. Je me suis forcé à payer le premier tour. J'étais content de prendre le deuxième tour parce que ça m'a renforcé mon atelier. Et chaque mois, je sors avec un intérêt, à peu près 30 000 comme ça. À 400 mètres, nous sommes dans l'atelier du jeune Massato Lamboni, couturier. Il a lui aussi bénéficié de 2 cycles de AJCF pour s'installer à son propre compte. Entreprenant, il sort la tête de l'eau. Dès le premier, j'ai pris les 300 000. Je suis venu construire mon atelier. Et une seule machine, c'était pas facile à rembourser. J'ai fait que mes amis m'ont aidé un peu jusqu'à ce que je suis sorti dedans. Mais le deuxième tranche là, je vois que ça commence à m'aider beaucoup. Chaque jour, il y a les conteneurs qui passent. Je cotise là-bas au moins 1000 francs par jour. À la fin du mois, je m'avais versé. Les gens m'approchent et puis j'ai un apprenti parce que je suis devenu maître patron dans l'atelier. Sans FNFI, je ne pouvais pas faire mes petits besoins. Plus loin, l'arrêt Yendoupab, elle autre, est itinérante dans le quartier Pigui. Soutenue par le fonds AJCF, une vie normale se ressent autour d'elle. Avant, je n'avais pas ça là. Maintenant, regardez. Maintenant, mes enfants sont à l'aise. Eux tous arrivent à travailler. Et moi-même, je suis contente. 300 000 là, ça a joué le rôle. J'ai payé 2 métiers et j'ai payé les fils. Maintenant, si mes enfants coupent, on ne s'assure pas comme avant. Quand elles coupent déjà, je les donne les fils aussi. Elles sont en train de travailler. Quand les remboursements s'approchent comme ça, déjà au 15 et au 16, là, nous, on rembourse notre argent. Ils sont nombreux, ces jeunes, qui ont volontairement initié des projets. Ils ont espoir aujourd'hui parce qu'ils tournent dos progressivement à la pauvreté. Un plan d'action du gouvernement togolais à travers le ministère en charge du développement à la base. Sur le terrain, relations bon enfant entre bénéficiaires et les microfinances partenaires du projet. La COPEC SIFA à Dapaon, par exemple. Okay. Je crois que quand on a démarré avec le produit AJCF, et les premiers crédits, en toute franchise, a connu certaines difficultés. Mais avec la nouvelle stratégie qu'on a mise sur le pied, en termes de formation, en termes même d'identification même des bénéficiaires, je crois que ça s'est amélioré dans l'ensemble avec le produit AJCF. Il y a certaines difficultés d'ici là, mais dans l'ensemble, le remboursement se fait très bien. Le ministère en charge du développement à la base, toujours à l'écoute de la jeunesse, à Kara puis à Dapaon, échange direct avec les jeunes, les femmes et autres, les écouter, les sensibiliser et les exhorter à formuler les projets et avoir accès à AJCF toujours disponible avec ses opportunités. L'État a mis en place plusieurs mécanismes, disons plusieurs dispositifs pour accompagner les jeunes, accompagner le développement à la base. Vous avez la NVT, vous avez la NPE, vous avez FAEJ et autres. Donc le FNFI fait partie de tous ces mécanismes-là à l'endroit des populations à la base. L'idée, c'est de permettre aux jeunes de se prendre en charge à travers l'auto-emploi. Que les jeunes puissent entreprendre quelque chose, se sortir du chômage et employer d'autres jeunes. Et donc, à la fin, réduire le chômage et repousser les frontières de l'extrême pauvreté dans notre pays. S'il y a un appel à lancer à l'endroit des jeunes, c'est de se donner confiance qu'ils peuvent réussir. Parce que
l'État a mis tout ce qu'il faut en place pour les accompagner. Depuis mars 2015, le produit Accès des jeunes aux services financiers AGICEF, avec d'autres, notamment Agricef par exemple, ont des résultats encourageants sur le terrain. Le ministère, du jour au jour, opère des stratégies innovantes dans l'encadrement, la formation et la sensibilisation pour accompagner les acteurs et surtout les jeunes à garder espoir avec le FNFI qui a déjà soutenu près de 800 000 bénéficiaires. Et avoir un projet viable, élaborer un plan d'affaires, cela s'apprend, c'est tout un savoir-faire. L'ANPGF prend l'initiative de former sur les techniques d'élaboration des plans d'affaires. Séance ce matin encore à Lomé, les précisions de Dekoussa. Antoinette, Lorsque l'on envisage de créer une entreprise, il est important de déterminer les possibilités de réussite. Ce qui veut dire qu'il faut établir des plans d'action et des objectifs visant à obtenir des financements afin d'assurer son bon fonctionnement. De ce fait, le plan d'affaires revêt une importance capitale pour le succès de l'entreprise. Ici, ces jeunes lauréats du concours Prix ANPGF se forment sur les techniques d'élaboration de plans d'affaires et la recherche de financement. On élabore un plan d'affaires pour soi-même d'abord en tant qu'entrepreneur ou porteur d'idées d'entreprise. Puis, on peut présenter ce document à des investisseurs pour solliciter du financement. Lorsque le plan d'affaires est bien structuré, la rencontre des financeurs ou des entreprises ou des structures qui vont mettre de l'argent dans votre idée est aisée et facile. Mais lorsque ce document n'est pas bien monté, très souvent, la meilleure idée se retrouve dans les poubelles. Cette formation intervient dans le cadre du concours Prix ANPGF. Sur les 431 candidatures enregistrées, 50 ont été retenues. Nous avons en gros 3 catégories. La première catégorie qui est ANPGF émergence, il s'agit juste là des idées d'entreprise qui ne sont pas encore traduites en plan d'affaires. L'ANPGF développement concerne les entreprises qui sont déjà installées mais qui ont moins de 2 ans. Et l'ANPGF entreprise concerne les entreprises installées et qui ont plus de 2 ans. Le troisième, c'est l'ANPGF coup de cœur. En réalité, c'est pour faire un clin d'œil aux femmes. Après la présélection des 50, maintenant il faut qu'on nous dépose un plan d'affaires. C'est pour ça que l'ANPGF a jugé nécessaire de faire la formation. Ils seront d'une part financés par l'ANPGF. À côté du financement, comme nous faisons et le financement et l'accompagnement technique, ils auront également une formation qui leur permettra de conduire leur projet, de conduire à bien leur projet et d'en faire une entreprise viable à l'échelle nationale. L'Agence nationale de promotion de garantie et de financement ANPGF entend accompagner ces jeunes dans la mise en œuvre de l'idée à la création d'une PME, ceci à travers la formation et le financement. 8h27, un mot de l'actualité à l'étranger. L'Union africaine se dit favorable au report des élections en République démocratique du Congo. Scrutin prévu en principe d'ici à la fin de cette année 2017. Cela dit, retour chez nous au Togo à la découverte maintenant ce soir des actions de Rotary Club Lomé-Cocotier. Nous vous l'annoncions au sommaire. En quoi consiste ce regroupement d'hommes, de femmes? C'est quoi l'idéal poursuivi? Zoom ce soir sur les activités, leurs objectifs, un document de Lucassi. Le complexe scolaire Avenir, une école située dans la banlieue nord de Lomé à Déticopé. Alimentée en énergie par des panneaux solaires, cette école dispose d'un cours primaire et de 2 classes du collège. Et l'allemand s'apprend ici à partir de la classe de CE1. Il nous enseigne bien et en faisant les cours, il nous explique les mots, les phrases, tout ce qu'on fait, il nous explique. Nous trouvons nos bâtiments très beaux. Ça nous permet de bien apprendre. Une école qui a commencé d'abord par le jardin d'enfants que nous voyons à gauche ici, un jardin d'enfants. Et après, successivement, il y a fondation, il y a création d'une classe supplémentaire chaque année. Et jusqu'à arriver au cours primaire, CP1 jusqu'au CM2. Et l'année dernière, nous avons créé le collège que vous voyez derrière nous, ici. Et nous avons maintenant à l'école Avenue Togo 3 bâtiments
Bon, le taux de réussite, sans vous mentir, ça va de 80%. Cet établissement scolaire qui dispose de toutes les infrastructures nécessaires à l'épanouissement d'un apprenant abrite aussi une ferme agro-pastorale. Tout ceci fait partie du projet global Grand Projet porté par le Rotary Club Lomé-Cocotier et ses partenaires. Quand le Rotary Club Lomé-Cocotier a été approché, nous avons beaucoup apprécié les objectifs qui consistent à créer un cadre d'épanouissement pour les enfants pour leur permettre d'étudier dans de bonnes conditions. Donc c'est sans hésitation que nous avons mobilisé nos énergies et nous avons approché la fondation du Rotary International pour nous appuyer. Le centre dispose d'un réfectoire pour les enfants qui leur permet de manger à midi et d'une école jardin d'enfants. Bon, en dehors de ça, nous avons un bloc pour les enseignants qui peuvent loger sur place. Nous avons également le forage qui alimente non seulement l'école, mais également les besoins des villages aux alentours. Elle est aussi à l'origine des cocotiers plantés aux abords de la plage de Lomé. Notre club porte le nom de Lomé Cocotier, Rotary Club Lomé Cocotier. Et nous avons voulu immortaliser cela. Et c'est pour ça que très tôt, dès notre création, nous avons pensé qu'il fallait compléter et élargir, disons, l'implantation des cocotiers sur la plage. Plusieurs actions sont menées par Rotary Club Lomé-Cocotier pour promouvoir l'amour, la solidarité et le vivre ensemble, à l'instar de la semaine de l'amitié qu'elle porte chaque année. Les membres de ce club se réunissent 2 fois par mois pour mieux orienter leurs actions en faveur des couches vulnérables. Quelques communiqués avant de refermer cette édition du soir. Communiqué du ministre de l'Industrie et du Tourisme. Il nous a été donné de constater sur toute l'étendue du territoire national que des propriétaires d'immeubles transforment leurs bâtisses en maisons d'hôtes, résidences meublées, appartements ou résidences hôtelières et réalisent des prestations hôtelières dans la clandestinité. En ces temps de recrudescence du crime organisé transfrontalier, ces pratiques illicites mettent en difficulté les services du ministère de l'Industrie et du Tourisme chargés de réglementer ces sites, de même que les services de sécurité chargés d'identifier les clients qui fréquentent ces établissements dans le but de donner la tranquillité aux populations. Je demande à tous les tenanciers de ces lieux de déclarer impérativement dans un délai de 30 jours leurs établissements auprès de nos services, au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie de leur ressort territorial. Les contrevenants s'exposent à la rigueur de la loi. Il en va de notre sécurité et celle de notre pays. Autre communiqué, celui du ministre de la Défense et des anciens combattants. Les candidats dont vous pourriez consulter les noms dans le quotidien national de Togo Presse sont déclarés admis au concours d'entrée à l'école du service de santé des armées de Lomé et Salles, session 2017. Ils sont priés de se présenter à l'école du service de santé des armées de Lomé le mercredi 6 septembre 2017 à 7h avec leur attestation du bac 2. Tous ceux qui ne se seront pas présentés avant le jeudi 7 septembre 2017 à 7h seront considérés comme démissionnaires. Autre communiqué, le ministre de la Défense et des anciens combattants porte également la connaissance des candidats dont les noms figurent toujours dans le quotidien national de Togo Presse qui sont déclarés admissibles au concours d'entrée au collège militaire et adément de Tchichao session 2017. Ils sont priés de se présenter dans les centres médicaux des armées de leur centre décrit pour les visites médicales d'aptitude le mercredi 6 septembre 2017 à 7h. Tous ceux qui ne seront pas présentés avant le vendredi 7 septembre 2017 à 12h seront considérés comme démissionnaires. Et puis ce communiqué dernier de ce soir de la HAC, la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication rappelle à tous les professionnels des médias que conformément à l'article 3 de la décision numéro 003/HAC/08/P du 14 avril 2008, tout message publicitaire avant sa diffusion par les médias doit recevoir l'avis préalable de l'instance de régulation. Le non-respect de cette disposition expose à des sanctions prévues par la loi. Voilà qui me font à cette édition du soir. Merci à vous qui nous suivez ce soir encore sur la télévision togolaise et comme d'habitude toujours fidèlement. Très belle soirée.